Salut à tous, je suis Fred. Dans la vie, je suis photographe et vous pouvez retrouver mon travail sur Instagram sous le @photosaurus.fred et sur le @cosplay et compagnie, tout attaché, pour du contenu dédié au podcast avec plein d'actualités, des sondages, etc. Vous allez écouter un épisode de Cosplay et compagnie, le podcast qui est là pour parler aux cosplayers, mais surtout avec les cosplayers. Vous retrouverez ici des interviews, des partages d'expériences et puis des astuces qui pourront vous permettre de vous sentir moins seul face aux problématiques du cosplay. Bonne écoute! Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Alors, c'est parti du coup pour l'épisode numéro 19 de Cosplay et compagnie, déjà numéro 19. Et aujourd'hui, je reçois une invitée de marque, c'est Dottie Trunks. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour, merci à vous. Alors, je dis invitée de marque parce que personnellement, ça fait assez longtemps que je te suis et du coup, je suis très très content de pouvoir te parler. On s'est jamais vu en vrai, mais on peut se parler grâce au podcast, donc c'est cool. C'est la magie de la technologie, mais j'espère qu'on aura le plaisir de se rencontrer en vrai. Oui. En plus, t'étais pas loin de chez moi il y a pas longtemps et on s'est raté, mais c'est comme ça. Oui, le monde est si petit finalement. C'est ça. Alors du coup, avant de te présenter, moi je voudrais juste... alors je pense que la plupart des auditeurs te connaissent parce que quand j'ai posé la question de qui ils aimeraient entendre, ton nom est revenu plein de fois. Donc je pense que la plupart vont te connaître. Mais pour ceux qui te connaissent pas, j'ai envie de dire que quand on va voir ton travail, on voit du cosplay évidemment, on voit plein de costumes. Et on voit, je vais donner des noms de personnages. Alors, je triche un petit peu sur l'ordre, je fais exprès. On peut voir Pocahontas, on peut voir Peppa, on peut voir Alice, on peut voir Chun-Li, Blanche-Neige, Lady Tremaine, on peut voir une faune, une chamane, Catwoman, Bellatrix Lestrange. Donc là, j'ai triché parce que maintenant, je vais donner une autre partie des personnages et aussi Gomez Adams, Loki, Kevin de Maman, j'ai raté l'avion, ça j'adore. Captain Crochet, Tintin, John Constantine, Woody, Prince Eric et j'en passe. Donc, on comprend que tu fais des cosplays qu'on va appeler crossplay. On va expliquer un peu plus tard ce que c'est. Mais voilà, tu t'arrêtes pas au genre des personnages. Est-ce que je me trompe ? Oui. On peut même dire des cosplays en tout genre finalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a vraiment tout. En plus, même pas que des cosplays, il y a aussi des créations originales. On s'amuse en tout cas, la passion, le cœur. Ça se sent, vraiment. Alors, je te propose de te présenter, du coup, qui es-tu, ce que tu aimes faire, etc., pour ceux qui te connaîtraient pas, celles et ceux qui te connaîtraient pas. Eh ça fait bizarre, effectivement, de parler derrière un micro. C'est ma première expérience comme ça, donc j'espère être à la hauteur, mais en tout cas, ça fait très plaisir. Merci à ceux et celles qui ont fait cette proposition, mais en tout cas, bonjour et enchantée à tous ceux et celles que je n'ai pas encore la chance de connaître. Pour ma part, du coup, c'est Dottie, du raccourci de mon pseudo Dottie Trunks, donc cosplayeuse depuis... beaucoup trop d'années pour compter, mais on va dire que j'ai vraiment découvert le cosplay en convention en 2012, fin 2012, début 2013, donc finalement, je suis sur ma 10e petite année de passionnée en cosplay. Ça fait bizarre de revenir en arrière quand on se dit 10 ans. Wow, ça passe vite. Ouais, on prend vite quelques rides là finalement. Mais bon, quand on s'amuse, de toute façon, on voit jamais passer le temps, donc c'est bon signe finalement. C'est ça, exactement. Alors, question difficile après tout ce que je viens d'énumérer, mais si tu devais définir ton identité d'artiste, tu dirais quoi ? Le blanc. La passion avant tout, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup trop de choses. et c'est pour ça que je n'arrive pas à me limiter, donc je verse beaucoup plus dans la quantité, parce que c'est trop dur de choisir et de se spécialiser en fait finalement. Donc voilà, c'est pour moi le plaisir de n'avoir aucune limite et d'essayer de les repousser quand il y en a. C'est chouette, c'est bien dit. Mais en même temps, tu dis que tu n'es pas spécialisé, mais quand j'ai demandé qu'il y a des artistes à me conseiller pour parler de crossplay, on a tout de suite pensé à toi. Donc, comme quoi, tu as quand même une spécialité, tu vois. C'est gentil, merci.
Alors du coup, tu partages ton travail principalement où? Sur Instagram? Alors j'avoue que je suis un petit peu à la ramasse sur Instagram. Des fois, là c'est le cas, doit faire plus d'un mois que j'ai rien posté, que voilà, je manque de temps. Sinon, en général, oui, j'utilise plus souvent Instagram parce que finalement c'est le plus rapide et surtout c'est le seul qui marchait encore à peu près sur mon téléphone. Bon là, mon téléphone est plus qu'en fin de vie, il date de 2017, donc il a un peu du mal, j'avoue. Mais sinon, ouais, avant ça, j'utilisais un peu Facebook, mais j'avais pas de page publique. Et puis voilà, sinon, j'avoue qu'en vrai, là où je partage le plus, c'est quand je suis sur scène, quand je suis en convention et quand on fait des shootings, quand on se rencontre en vrai, en fait, finalement. Je pense que ça va parler à pas mal de monde ce que tu viens de dire, parce que on ressent beaucoup un petit peu le ras-le-bol du partage sur Instagram, on n'a pas le temps, etc. Donc, Oh, après, ça reste un plaisir, hein. Honnêtement, c'est vrai que par contre, j'avoue que là où les conventions ou scènes vont être limitées en termes de distance et du coup de diversité, Instagram nous ouvre par contre les portes de sans frontières finalement du monde entier. c'est ça. Et donc on a par contre cette chance de pouvoir échanger et partager sans limite et découvrir une communauté de passionnés au-delà de notre petit recoin local. Donc j'avoue par contre, ouais, c'est quand même un gros avantage, mais oui, il faut du temps. Il faut se dégager un peu de temps, quoi. Voilà, c'est ça. Choisir. C'est ça. Alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc on va parler crossplay. Est-ce que je vais te laisser le définir parce on part du principe que les auditeurs ne savent pas tous ce que c'est. Donc je vais te laisser le définir parce que c'est quand même toi la spécialiste. Alors c'est vrai que on a tendance à utiliser l'étiquette de crossplay pour le fait de cross dans le sens de passer de l'autre côté de la barrière finalement du genre. Et donc ça c'est un terme qui est sorti un petit peu dans le cosplay pour étiqueter, on va dire, les personnes qui vont faire des personnages d'un autre genre que celui qu'ils expriment ou qui leur est assigné. Après, honnêtement, à titre personnel, j'avoue que je fais plus vraiment la différence. Pour moi, tout est du cosplay en fait. C'est peut-être une sous-étiquette, je vais dire, du cosplay, mais après ça dépend évidemment de chacun, parce que chacun peut exprimer son genre selon sa volonté personnelle, et je pense qu'il existe à peu près autant de entre guillemets genre qu'il n'y a d'êtres humains finalement, puisque chacun peut vraiment le faire comment la personne se sent à l'aise avec son expression de genre finalement. Donc on va dire que voilà, l'étiquette de crossplay, globalement, ça va rentrer dans le fait qu'une personne qui exprime son genre au féminin va faire un cosplay de personnage masculin et vice-versa. Même si je pense qu'aujourd'hui, ce genre de frontière se commence à de moins en moins se dessiner, puisque on est de plus en plus ouvert sur l'expression du genre et de moins en moins figé sur le fait d'être la binarité en fait, d'être défini dans la case de masculin ou féminin. Il existe tellement d'autres genres au-delà de ça que voilà, je pense que on reste quand même dans du cosplay. Donc du coup, quand on parle de crossplay, pour toi c'est plutôt une étiquette et il vaudrait mieux parler de cosplay tout court, quoi. Moi, ça me dérange pas. Honnêtement, je comprends qu'il existe plein de termes, etc., et que ça puisse définir des situations. Ça me dérange pas. À titre personnel, je suis à l'aise avec tous les genres. Donc c'est pour ça que, pour moi, du coup, j'appelle ça du cosplay. Mais si on me dit que je fais du crossplay, oui, y a pas de souci, je le conçois et je l'entends bien, puisque en général, on me voit beaucoup plus facilement au féminin, puisque c'était mon genre assigné depuis la naissance et que c'est le plus facile à garder, quoi. Alors, quand on va voir ton travail, j'ai fait mes devoirs, je suis allé voir ton site. Lala. Quel Quand courage. on regarde ton travail, on voit que tu fais du cosplay, mais j'ai l'impression que tu évolues aussi plus dans donc tu nous as déjà parlé de la scène. Le spectacle vivant, c'est vraiment quelque chose qui te parle? Oui, bien évidemment, oui. C'est vrai que depuis le début, de toute façon, ça a toujours été la scène, ma passion principale. Et ce qui m'a poussée à faire vraiment du cosplay dans les centres, les conventions, les événements, etc. Puisque finalement, on avait l'accès à la scène pour pouvoir s'exprimer. Et du coup, au fil des années, j'ai commencé par faire des petites prestas, solo, duo, trio, etc. Petit à petit, de plus en plus gros groupes.
Et du coup, ça fait quelques années que je me bats depuis 2015, pour que ce soit non compétitif, parce qu'il y avait que les concours avant. Et du coup, comme j'aime vraiment le côté non compétitif, le partage de la passion sans pression, etc., j'ai beaucoup développé du coup les scènes ouvertes sur inscription pour tout le monde, et aussi les shows cosplay, donc les spectacles vraiment sans cet esprit de jugement, de classement, de concours, etc. D'accord. Et donc la scène ouverte, c'est des défilés, des shows? C'est ça. Alors la scène ouverte du Ouais. coup permet absolument à tout le monde de pouvoir s'inscrire, peu importe justement. Dans les concours, on est souvent limité sur les catégories. Il faut rentrer dans une case, Ouais. et des fois, les créas perso ou les univers musicaux ou les illustrations, les fan art, etc. sont pas acceptés. Ça va permettre aussi aux gens de pouvoir monter sur scène avec des cosplays pas forcément faits main, ce qui souvent est requis pour accéder à un concours. Et donc ces scènes ouvertes aussi permettent aux gens soit de choisir de faire de la prestation ou du défilé. Je propose effectivement les deux formules pour que y en ait pour tous les goûts et que tout le monde puisse avoir sa chance de passer sur scène. Bah, c'est chouette, c'est chouette. Et alors du coup, tu fais autre chose à part le cosplay? Tu fais du théâtre? Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais bien, mais non, effectivement, et c'est une grande passion et ça aurait été un rêve personnel peut-être d'avoir la chance d'avoir plus d'expérience du côté acteur, actrice, mais c'est vrai qu'il y a quasiment que dans le cosplay et un petit peu. Alors j'ai la chance de temps en temps d'avoir des opportunités côté cabaret parce que du coup mon meilleur ami est drag queen et donc forcément voilà dans le milieu. Ah, c'est chouette. Ça. Voilà, on arrive à se faire une petite place, mais c'est vrai que voilà, le côté théâtre ou Hollywood, hélas, c'est un petit peu inaccessible pour les petits comme moi. Et alors, quand tu choisis tes personnages, est-ce que tu mets une partie de toi? Est-ce que tu choisis un personnage parce qu'il a un trait de personnalité en commun avec toi, ou c'est plutôt le look? Qu'est-ce qui te fait choisir les personnages que tu incarnes? J'avoue que je passe beaucoup par les sentiments, le feeling, comment je m'identifie au personnage et qu'est-ce qui me touche dans le roleplay du personnage en fait. Qu'est-ce qui va me plaire ou me toucher dans ce personnage. Beaucoup plus, du coup, je vais beaucoup plus orienter mon choix de personnage par rapport au play finalement que à la partie cos, c'est-à-dire le costume, etc. D'accord. Même si des fois, bien sûr, pour le plaisir, il y a des jolis costumes qui me donnent envie, voilà. Mais c'est vrai qu'avant tout, il faut qu'un personnage me touche et forcément, il peut y avoir toutes sortes de raisons ou des fois vraiment pour le fun. Les vilains, on va pas se mentir, c'est tellement marrant à incarner. J'imagine, c'est clair. En tout cas, quand on voit par exemple, Lady Tremaine, par exemple, c'est impressionnant. Enfin, on sent, même en photo, on sent que tu joues le côté vilain et je trouve ça super chouette. Merci, j'avoue que c'est vraiment très marrant. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, je suis plutôt une espèce de petit bisounours. Et du coup, c'est bien aussi d'avoir ce côté, quand on en roleplay, de pouvoir jauger comme ça de haut, à la façon Lady Tremaine ou autre, d'ailleurs. Donc ça varie un peu les plaisirs et ça nous permet de nous exprimer sur des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de faire au quotidien, finalement. Et c'est vrai que quand tu passes sur un personnage, je sais pas, je prends le premier qui me vient en tête, Tintin, je pense que ça n'a rien à voir et du coup tu explores plein de... C'est ça, tout à fait. C'est le plaisir c'est ça, de varier plein d'aspects des personnalités et finalement, Tintin, c'est un personnage avec lequel on a grandi, on s'est tous un petit peu, pas forcément identifiés dans le sens où on sentait des ressemblances, mais on a tous eu envie d'être quelqu'un comme lui, d'avoir des aventures et d'être quelqu'un de droit dans ses bottes, etc. Donc voilà, c'est sûr que des fois ça peut être plus pour l'inspiration ou des fois ça va être vraiment parce que voilà, on a envie de s'amuser. Des fois ça va être parce que vraiment on se rapproche énormément du personnage, etc. Ça vraiment chacun choisit en fonction de ses goûts personnels finalement. Et alors justement passer outre le genre, je pense que ça peut poser une barrière pour certains et certaines. Est-ce que ça, il y a besoin d'avoir quelque chose au niveau ouverture d'esprit? Est-ce que tu aurais des conseils à donner ou un chemin à prendre pour ceux qui n'oseraient pas? Alors en vrai, c'est une vérité, ça va dépendre de chacun et de son aisance avec son propre genre déjà de base. Bien évidemment, il y en a qui vont être à l'aise et pour qui ça ne va pas faire de différence. Il y en a d'autres qui vont peut-être être un peu moins à l'aise mais qui ont envie. Et dans ces cas-là, j'ai envie de dire, lancez-vous. Et peut-être, si ça fait peur au début,
de se lancer petit à petit, de commencer par des personnages plus discrets, ça permet de voir si on se sent à l'aise avec, et aussi d'être bien entouré de préférence, essayer de le faire si possible dans des bonnes situations, avec des personnes qu'on connaît pour nous accompagner, etc. Parce que quand on affronte quelque chose qui nous fait un petit peu peur mais qu'on a envie de faire, c'est mieux d'être bien entouré et bien soutenu en cas de besoin. Et évidemment, après, si on finit par se sentir à l'aise dedans, s'amuser, et ce qui compte, c'est d'y mettre son cœur, en fait. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, s'amuser, se faire plaisir. C'est ça. C'est le nerf de tout. En tout cas, pour moi, oui, c'est sûr, c'est la passion avant tout, mais bien sûr, après, j'entends très bien qu'il y en a qui le font plus professionnellement et qui ont un gagne-pain dans ça, etc. Bien sûr, je pense qu'il y a autant de visions, que ce soit du cosplay ou d'autres choses, qu'il n'y a de personnes sur Terre, donc bon. C'est sûr. C'est sûr. Donc du coup, alors, pour resituer un peu pour les auditeurs, alors, je vais continuer à utiliser l'étiquette de crossplay. Le crossplay, ça peut être utilisé, ça peut être fait par n'importe qui, dans un sens comme dans l'autre, du coup. C'est ça. Vous disiez, on peut être du genre féminin et faire un personnage masculin, et inversement. Ou encore ne pas se déterminer particulièrement d'un genre spécifique ou avoir une autre étiquette et se dire je me limite pas pour autant et j'ai envie de faire tel personnage qui est reconnu comme masculin, tel personnage qui est reconnu comme féminin ou peu importe d'ailleurs. Et du coup ça t'ouvre un champ des possibles qui est c'est énorme, ça, en fait. Beaucoup plus que les autres. Du moins, ça ouvre plein de possibilités et ça permet de se faire plaisir, effectivement, et aussi de sortir de son quotidien, de ses habitudes. Bien sûr, après, il faut que ça reste un plaisir et éviter de se forcer à faire quelque chose, je sais pas, pour rentrer dans un groupe là où il manque un personnage, etc. Éviter de se forcer à faire quelque chose sur lequel on n'est vraiment pas à l'aise ou on a peur de pas se sentir à l'aise pour éviter des situations gênantes, en fait. Et c'est vrai qu'on en a déjà parlé avec d'autres invités quand on fait un projet cosplay pour faire plaisir à un groupe, c'est rarement une bonne idée. Ouais, il faut essayer de trouver quelque chose qui nous plaise pour trouver le bon compromis dans ces cas-là. Effectivement. Et d'autant plus du coup si... Oui, pardon. D'autant plus si c'est quelque chose qui demande si c'est une nouveauté ou si on a un peu peur de le faire. C'est ça. Parce que là, comme tu dis, il faut être à l'aise. C'est ça. C'est peut-être pas le meilleur moyen de commencer si c'est une nouvelle étape à franchir et qu'on a envie de le faire. Il vaut mieux le faire dans ses propres conditions. C'est comme on en revient à ce que je disais, si c'est la première fois et qu'on a envie mais qu'on n'ose pas encore trop et qu'on hésite, on a peur de pas forcément se sentir à l'aise ou bien réussir, commencez d'abord par un plus petit projet qui est pour soi, un plaisir personnel avant tout, parce que ça sera déjà la première étape pour se sentir mieux dedans que de se forcer pour l'occasion d'un groupe, etc. quoi. Après, du coup, il y en a aussi qui ont la possibilité, et c'est là qu'intervient le nouveau terme, entre guillemets, de gender bend, de se dire, moi, ce personnage me plaît énormément, mais du coup, je me sentirais pas à l'aise de le faire dans un genre différent de celui auquel je m'identifie. Donc, je vais, ce qu'on appelle gender bend, c'est-à-dire bend, en anglais, on va dire, c'est plier, au sens de changer le genre, du coup, du personnage pour l'adapter à un genre qui me correspond. C'est là qu'on va voir intervenir, ça peut être toutes sortes de personnages, mais par exemple récemment avec la série Arcane, on a vu apparaître des Jinx au masculin pour être plus à l'aise avec le personnage, par exemple. D'accord. Et de ton côté, tu en fais ? Ça t'est déjà arrivé ? C'est une excellente question. Est-ce que j'en ai déjà fait ? J'avoue que, ayant plus de 250 cosplays et une mémoire assez défaillante, je me garde des listes parce que vraiment c'est difficile de se rappeler de tout. Mais c'est vrai, quand on va sur ton site, il y a des bannières avec des tranches de chaque personnage. C'est impressionnant, franchement, c'est bluffant. Oh là là, alors mon site est même plus à jour depuis tellement longtemps, donc ouais, il y en a quelques-uns, et j'avoue que si j'avais pas les listes, je me rappellerais pas de tout. Mais après, comme globalement, je suis à l'aise dans tous les genres, c'est vrai que je suis pas sûre d'avoir déjà fait vraiment des versions gender bend spécifiques. Surtout que si on prend l'exemple de Loki, je fais Loki au masculin et je fais une Lady Loki au féminin, sauf que le personnage existe déjà justement au féminin dans les comics aussi. Donc finalement c'est pas un gender bend, mais si le personnage n'avait pas existé au féminin dans les comics, ça aurait pu être effectivement une version gender bend dans ces cas-là. D'accord. Donc du coup au final c'est pas, on sent dans ce que tu dis que
je vais pas dire que tu t'en fous, mais Oui. tu fais un personnage, quoi, c'est tout. C'est ça, ouais. Oui, c'est vrai que pour moi, la barrière du genre n'est pas une barrière, en fait. C'est vrai. Effectivement, D'accord. je suis à l'aise dans tous les genres. Et même quand on me demande comment est-ce qu'il faut m'identifier, parce que du coup, bah, c'est vrai, des fois, j'ai des petits nouveaux qui arrivent sur la page et qui m'envoient un petit MP en mode quel pronom il faut utiliser. Je suis en mode, franchement, prenez ce que vous êtes à l'aise d'utiliser avec moi, parce que moi, perso, tout me convient, tout me va. Je m'identifie plus ou moins, pas plus d'un bord que d'un autre. Après, voilà, au quotidien, c'est plus facile pour la famille, pour tout, de choisir le genre qui m'a été assigné de base, mais sinon, je suis à l'aise avec tout. D'accord. Bah, c'est vrai qu'en fonction de quel personnage, si on te découvre en convention et que tu portes un personnage masculin, des fois, si on n'est pas au fait, c'est vrai que c'est bien de poser la question. Bon, c'est pas, enfin, en tout cas, moi, ça me gênera pas. Au contraire, même, je me dis que si je suis un personnage masculin et qu'on va me genrer au féminin, je me dis, c'est raté, parce que du coup, ça veut dire qu'on crame que, voilà, je suis pas assez crédible. Mais d'un autre côté, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, c'était avec Grindelwald, au TGS. J'étais malade comme un chien. Et du coup, j'avais une voix rauque au possible. Et alors là, par contre, pas de souci, on m'a genré au masculin, surtout qu'en plus, il a une moustache et tout. On m'a genré au masculin toute la journée. J'étais trop fière de moi. Ah, c'est réussi. Voilà. Quoi, il faut, de temps en temps, c'est bien d'être malade. Pas trop quand même. Voilà, exactement. Et alors, quand tu incarnes un personnage comme ça que tu dois changer ou passer outre le genre, est-ce que ça demande plus de travail de préparation? Je pense qu'il y a une partie de maquillage qui est non négligeable. Entre autres, alors effectivement, moi je trouve, au niveau du visage, à titre personnel, je trouve plus compliqué le genre féminin que masculin finalement, parce que y a beaucoup d'artifices. Alors, et encore, quand je dis le genre masculin, on va dire ceux qui entrent dans la norme, on va dire. Parce que, après, si on part sur du drag queen, alors là, il y a encore plus de travail sur le maquillage et tout. Le maquillage, c'est assez ouf. Ah ouais, moi j'avoue que la transformation au féminin est plus difficile, en tout cas, plus technique, je trouve, personnellement, et demande plein d'artifices, plein de travail au niveau maquillage aussi. Et du côté masculin, finalement, on est sur quelque chose de plus sobre, mais il faut arriver quand même à transformer un peu ses traits. On est beaucoup plus sur un travail de contouring, d'épaississement des sourcils. Des fois, si je fais avec mes propres cheveux, ça va être de penser à raser un petit peu à la naissance des cheveux pour avoir la démarcation masculine, là, les deux petits retours qui montent au niveau du front. C'est des petits détails, en fait, finalement. Ouais, d'accord. Après, bien évidemment, il y a les artifices, on va dire, corporels. Donc, pour ma part, j'ai pas souvent recours aux besoins des prothèses full body muscle, etc. C'est arrivé quand même pour Gaston et des personnages de ce genre-là. C'est très, très inconfortable à porter. Extrêmement chaud et lourd en plus. On ne peut pas conduire avec. Attention, c'est dangereux. Ne faites pas ça. Ouais, tu peux pas plier les bras et tout, j'imagine. C'est ça, ouais, c'est assez handicapant. Hein. Donc, voilà, c'est quand même des trucs qu'il faut prévoir de ne pas porter forcément une journée entière. Il faut prévoir de l'aide pour les enfiler et pour les enlever, sinon on risque de les abîmer ou de rester coincé dedans. Ça paraît bête, mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais sinon, globalement, il y a des moyens aussi plus simples, là où il n'y a pas forcément d'avoir ce genre de prothèse. On va utiliser notamment pour une personne qui a un petit peu de poitrine et qui voudrait l'aplatir pour donner l'effet plus torse masculin, on va utiliser un binder. Et là, par exemple, pareil, attention à utiliser quelque chose de safe, de bonne qualité si possible. Je sais que c'est dur parce que moi aussi, hein, j'ai toujours le budget très serré et j'essaye d'aller au moins cher, mais il vaut mieux prendre quelque chose de suffisamment bonne qualité pour éviter de faire un malaise dans la journée, parce que voilà, utiliser des bandages trop serrés par exemple, on va se retrouver à étouffer à moitié, à avoir du mal à respirer. Il faut quand même se dire que si on veut tenir toute une journée en convention avec, il faut se ménager un minimum. Donc voilà, pensez à ce genre de petits détails pour garder aussi son propre confort et éviter d'être vraiment mal à l'aise dans un costume, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai qu'on en a déjà parlé dans d'autres interviews et on avait conclu qu'avec l'expérience, on faisait peut-être un peu moins ce genre de compromis sur le confort. C'est ça, ouais. Avec l'expérience, on apprend de nos erreurs. Enfin, on essaye du moins. C'est ça. Ouais, c'est sûr que... Et c'est vrai que dans des choses qui te compressent, qui te compriment comme ça peut être... Oui. Ça peut vite tourner au malaise, quoi. Exactement. Et après, alors, au-delà de la sécurité personnelle aussi, il y a des petites choses qu'on va découvrir au fur et à mesure.
Je vais prendre l'exemple tout bête. Tant qu'on l'a pas eu fait, on s'en rend pas forcément compte. Mais quand j'ai commencé à porter Capitaine Crochet et que je mettais des faux sourcils et plus la moustache, etc., finalement, tous ces petits trucs-là cumulés. Alors bon, en plus d'être un peu inconfortable, puis ça se décolle, machin, etc., faut recoller régulièrement. Surtout, je me suis rendu compte que ça bouffait les 3/4 du roleplay. Parce que du coup, ça coupe les 3/4 des expressions du visage, en fait. Ah oui. C'est vrai. Voilà, ça paraît bête, mais du coup, j'avais 2 fois plus de respect pour Dustin Hoffman dans le rôle de Crochet, parce qu'en plus, le costume est ultra chaud, lourd, inconfortable, compliqué de bouger avec, la perruque, le chapeau, machin. Oh là là. Donc en fait, c'est vrai que Crochet, il est très fourni en plus en pilosité. Ouais, et puis en plus, c'est démesuré par rapport à lui, donc c'est extra lourd et extra large. Voilà. Donc ça, c'est des petits trucs, en fait, qu'on va se rendre compte avec le temps, avec l'expérience. Donc c'est vrai que quand on a la possibilité de jouer plus sur du maquillage et moins sur de la prothèse, on peut regagner un petit peu en confort, mais aussi en expressivité dans le roleplay, finalement. Ah, c'est bon à savoir. C'est vrai que j'aurais pas pensé, mais ça fait une sorte de masque finalement. C'est ça. Moi aussi, j'aurais jamais pensé, jusqu'au jour où j'ai commencé à les porter et à me rendre compte que c'est difficile du coup de froncer les sourcils et d'avoir l'air grimaçant quand on a la moustache qui se décolle, les sourcils qui prennent les 3/4 du front. Enfin, voilà, c'est des petits détails, mais voilà. C'est bon à prendre en tout cas. En termes de conseils un peu plus techniques, pour la pratique en cosplay, on va dire des triches possibles. D'une part, c'est vrai que j'aurais bien aimé parler un petit peu de la plus grosse évidence, on va dire celle qui se voit en premier, ça va être les triches corporelles. Je diviserai ça en 2 parties. Déjà, je dirais en petit A, de tout ce qui est l'idée d'écraser ou de cacher un petit peu nos attributs physiques les plus visibles. Donc la première évidence, j'en ai un petit peu parlé, il me semble avoir évoqué, les binders, qui sont les techniques pour écraser les poitrines un peu proéminentes. Effectivement, j'en ai parlé, on en trouve un petit peu sur AliExpress, pour des budgets assez accessibles. On a la possibilité aussi d'essayer de revaloriser des fabricants français plus artisanaux et les budgets seront un peu plus élevés, mais on est aussi sur des accessoires qui seront plus safe et plus recommandables pour porter plus souvent, pour cacher en bas. Avec des matériaux un peu plus nobles peut-être Aussi, on a aussi, ils proposent des options éco-responsables. Donc voilà, après selon évidemment le budget qu'on est prêt à y mettre, on a la possibilité de soutenir un peu des causes, évidemment, quand on peut. Et puis pour cacher un petit peu plus en bas, il y a toutes les techniques de tuckers qu'on appelle, dans le jargon on va dire technique, c'est-à-dire tout simplement des caleçons ou des sous-vêtements plus féminins d'ailleurs, on va dire qui correspondent au code plus féminin pour certains personnages et qui vont permettre d'écraser de façon un peu plus sécurisée aussi, parce que là encore c'est pareil, en fait dans les 2 cas c'est des choses avec lesquelles il faut pas forcément jouer sur sa santé. On se dit ça va, c'est pas grave, etc. Je dis pas qu'on puisse pas le tenir pour une journée, mais attention, parce que quand on utilise certaines autres techniques, ça peut devenir dangereux si la pratique n'est pas faite vraiment en toute sécurité, je pense notamment aux gaines et aux corsets. Ça, ce sont aussi des choses qui sont accessibles, pas forcément extrêmement onéreuses. On en trouve toutes sortes de modèles avec des grandes variations de prix. Dans les gaines, on a des choses un petit peu plus, on va dire plus élastiques. Et dans les corsets, on va monter sur des accessoires qui vont être parfois un peu moins confortables, mais on a du balénage qui va être parfois en plastique et parfois en métal. Donc voilà, on est sur des compromis de confort, mais qui vont aussi permettre de retravailler la forme, le physique en fait finalement, et de changer même finalement nos formes. Mais attention, encore une fois, faire très attention à la façon dont on les porte. Et sur des corsets, des vrais corsets vraiment balénés et très serrés, on peut avoir des réductions de taille qui vont donner cet effet un petit peu taille de guêpe. On peut avoir des réductions de taille de plusieurs centimètres, voire de plus de 10 centimètres. Donc c'est énorme, ça paraît rien. Mais d'une part, ça peut couper le souffle, effectivement. Mais alors surtout quand on les met, quand on les resserre, il nous faut quelqu'un déjà pour le faire. C'est rare qu'on puisse se le faire vraiment tout seul correctement. Mais alors
c'est une chose, on se dit, ah, ça va, machin, etc. À la fin de la journée, oh, ça va encore. Quand on les enlève, les corsets, je n'insisterai jamais assez sur ça, surtout les vrais qui sont très très serrés, là on fait des grosses réductions de taille, et bien figurez-vous qu'on écrase beaucoup aussi les organes, et qu'il vaut mieux les enlever en étant de préférence couché ou dans une position la plus confortable possible, éviter de le faire debout, et les enlever petit à petit, en desserrant petit à petit. Parce que vraiment, si on relâche tous les organes d'un coup sec, ça peut faire très très mal. Ça paraît rien, Ouais. mais voilà. Ça, c'est pour des questions de confort et aussi de sécurité personnelle. Évitez de vous créer des soucis de santé. Voilà. C'est Il ça. Et existe j'imagine aussi- qu'il y a la circulation sanguine qui peut être. Ah oui, ah mais bien perturbée. sûr, hein. Ah oui, oui, tout en fait finalement, parce que en fait on va contraindre le corps tout entier dans une forme qu'il n'a pas l'habitude de prendre naturellement. Donc on va écraser, ça va couper la circulation, ça va couper la respiration, ça va aussi mine de rien écraser les muscles, les nerfs, etc. Et des fois quand on relâche, ça peut provoquer des crampes. Et si on relâche trop fort quelque chose qui était vraiment trop écrasé comme les organes, ça peut vraiment faire mal en fait. On parle des fois de descente d'organes, mais c'est pas rien en fait. Ouais, Donc- c'est clair. Donc voilà, faire très attention avec ça aussi. Et du coup, dans l'achat, c'est pareil. Plus on va y mettre le prix, plus on est sûr, normalement. Attention de ne pas se faire arnaquer non plus. Mais le mieux, c'est vrai que quand on peut, c'est de les faire soi-même sur mesure ou de les faire sur mesure par des professionnels. Mais voilà, évidemment, selon les bourses, c'est pas forcément toujours accessible. Donc, il existe des techniques, on va dire, un peu moins chères. J'ai bien sûr commencé par ça il y a quelques années, et surtout parce qu'il n'y avait pas forcément aussi beaucoup de choix. Et maintenant, ça s'est quand même beaucoup développé. Pour ma part, au tout début, j'utilisais beaucoup la simple technique du scotch, le bon vieux scotch. Sauf que c'est pas très bon pour la peau, on va pas se mentir. C'est pas cher, ça c'est clair. C'est sûr. Ouais. Mais Donc, voilà. tu t'enroulais avec du scotch pour Ouais. faire un corset, c'est ça? Ah ben oui. Ouais. C'est les techniques de pas cher, hein. On va pas se mentir, hein. Ouais, c'est sûr. accessible. Hein. Sauf que attention, déjà, évitez de le faire à même votre peau directement, même si ça tient mieux. Ou si on le fait à même la peau, attention de ne pas le faire pendant plus de quelques petites heures. Pour un petit shooting, un truc rapide, parce que vraiment, au-delà de quelques heures, on va commencer à former des cloques sur la peau et même des gros risques d'allergie. Donc vraiment, pas hésiter à faire un petit test avant et essayer d'éviter cette technique au maximum sur des journées entières, quoi. Ça, vraiment, c'est quelque chose que je déconseille grandement. Il y a plusieurs types de scotch qui sont disponibles. Par expérience, j'ai tendance à conseiller le Tessa crêpe, tout ce qui est les scotch un petit peu papier, cet effet crêpe qu'on utilise pour dégager les angles en peinture. Oui, je vois. Ok. Ça paraît bête, mais en fait, ce type de scotch-là, comme il a cet effet un peu papier, il se déchire beaucoup plus facilement, il a une petite résistance, une petite élasticité aussi, et surtout quand on le mouille, il se retire beaucoup plus facilement sans arracher la peau, parce que vraiment, au bout d'un moment, quand on commence à tirer, ça arrache la peau, ça fait des vilaines cloques, ça va faire, c'est pas beau. C'est pas bon pour la peau, ça fait bobo, surtout si vous avez eu J'imagine assez mal le scotch, le gros scotch bien large sur la peau, ça. On a commencé par ça. On va pas se mentir, on a commencé par ça. Hein. Et ça marche dans les deux sens aussi. Je parle d'écraser, mais ça marche aussi pour augmenter. J'en reparlerai un peu plus loin parce que du coup, je vais séparer un petit peu cette idée. Mais ça marche aussi, le scotch, pour la position, ça paraît bête. Donc c'est pas que pour la réduction, mais aussi pour la position des poitrines. Je prends l'exemple de Yzma, typiquement, vilain Disney très connu, qui est aussi très connu pour avoir un peu des gants de toilette qui pendouillent, on va dire. Donc pareil en fait, on peut tirer aussi dans une position qui nous arrange, remonter ou redescendre une poitrine. Donc c'est valable par exemple aussi pour ça. Maintenant il existe un autre type de scotch qui est bien meilleur pour la peau, qui coûte un tout petit peu plus cher en investissement, mais pas énormément plus finalement, et que je conseille. Il existe le Transtape, qui est vendu du coup souvent sur les sites, là où les mêmes sites où on trouve les binders, etc. Et qui est vraiment fait pour la peau. C'est vraiment du scotch qui a été étudié pour et qui peut être porté toute la journée sans laisser de cloques, et qui est justement qui évite les allergies en fait. Donc ça, je le recommande. Ça coûte un tout petit poil plus cher. Et aussi, il y a la possibilité d'utiliser les bandages médicaux. Il en existe en sparadrap collant et il en existe d'autres qui sont vraiment du bandage, on va dire, auto-adhésif. Ils sont pas vraiment collants, mais ils s'agrippent à lui-même, en fait, si on fait plusieurs. D'accord, oui. Donc les bandages médicaux, c'est pareil. Ça coûte quand même un peu des sous. Mais
Ça, petit tuyau de pareil, de quelqu'un qui a pas beaucoup de budget, pas hésiter à aller voir dans son entourage. Souvent, on a des personnes dans la famille qui, suite à une opération, se retrouvent avec du surplus finalement, ou fouiller dans les vieilles armoires à pharmacie. Des fois, on a des trucs qui sont périmés. Donc clairement, les sparadraps, bandages médicaux, le but c'est que ça reste stérile si c'est pour usage médical. Mais vous pouvez récupérer gratuitement les surplus. S'ils sont périmés, c'est pas grave, puisque nous, on va pas en faire un usage médical sur des plaies post-opératoires, par exemple. Donc voilà une technique aussi pour récupérer ça gratuitement. Quand je parle de scotch, aussi un petit truc bête, protéger ce qui va être fragile sur votre corps en dessous. Si vous avez des petites plaies, des petits grains de beauté, surtout, mettez un petit peu de coton. Et ça paraît bête, mais c'est aussi valable pour les tétons et toute autre petite partie fragile, intime. N'hésitez pas à mettre un peu de coton ou quelque chose, un petit bout de tissu qui va juste protéger cette partie-là pour éviter de scotcher ça. Parce que alors ça, c'est vraiment très délicat quand on retire le scotch. Rien que d'y penser. Voilà, je dis pas que ce soit les méthodes absolues, d'une seule. C'est pas les seules méthodes qui existent, mais à titre personnel, ce sont des méthodes que j'ai testées et des techniques qui peuvent être accessibles à plusieurs types de bourses, mais avec lesquelles, bien sûr, il faut faire attention. Et du coup, je vais séparer ça un petit peu, on va dire, pour organiser. Au-delà du fait d'écraser ou de cacher nos attributs, on peut aussi avoir besoin de les augmenter ou de simuler des protubérances, en fait, finalement. Donc, ça va être valable dans les deux sens. J'en avais un petit peu parlé, utiliser des prothèses, des faux torses, des fausses poitrines. Il en existe en silicone, en latex, il existe plein de choses. Ça peut coûter plus ou moins cher selon la qualité qu'on va choisir de prendre. Évidemment, essayez de faire attention à leur utilisation parce que c'est lourd, c'est très chaud, c'est assez handicapant et c'est pas facile à enfiler et surtout c'est très difficile à retirer tout seul. Il faut mettre un petit peu de talc dedans pour éviter d'être trop collant quand on essaye de les mettre ou de les enlever. Mais à retirer tout seul, on peut se sentir vraiment coincé dedans et il vaut mieux avoir de l'aide pour le faire. Ouais, j'imagine après la fatigue d'une journée plus la transpiration, il y a moyen de paniquer un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Ça colle et vraiment après la grosse fatigue d'une journée, on a envie de les enlever rapidement et des fois, on peut se retrouver un peu dans la situation de panique, d'être coincé dedans et de plus avoir la sensation de respirer correctement. Et j'ai déjà eu le cas d'une personne que vraiment on a dû aider très très vite, qui était en train de faire un malaise dedans. Et ça a été très difficile de lui retirer sans découper le truc, mais quand la personne est en train de se sentir mal à l'intérieur d'une prothèse, on est vraiment dans une situation de détresse, même respiratoire, qui peut devenir dangereuse, quoi. Ouais, j'imagine. Voilà. Dans tous les cas, il existe plein d'options. Je parle de prothèses de torse, de poitrine, etc. Mais il existe aussi ces mêmes options en prothèse pour d'autres attributs. Maintenant, bien évidemment, je survole sans en parler plus en détail parce que surtout, on parle en convention de respecter, je pense, la décence publique, on va dire. Il faut essayer d'être raisonnable. C'est sûr. Voilà, mais ça existe pour ceux qui en auraient besoin peut-être pour un shooting ou d'autres événements privés, ou à titre personnel tout simplement. Voilà, donc ça existe. Il ne faut pas hésiter à fouiller les sites spécialisés dans ces choses-là, bien évidemment. D'accord. Pour rebondir sur ce respect aussi de la décence, on va dire de la raisonnabilité, on peut oser un petit peu. Il faut juste se rappeler quand on va en public, déjà que c'est souvent des événements familiaux. Et que on peut s'exposer aussi un petit peu à cette image-là auprès des familles et au risque de choquer des personnes. Mais inversement, ça vaut dans l'autre sens aussi, de respecter une autrui et de mériter le même respect, peu importe notre façon de s'habiller et peu importe ce qu'on révèle ou pas. Donc évidemment, ça vaut dans les deux sens. Toujours respecter autrui, peu importe l'habit. On n'a pas à insulter quelqu'un ou à agresser quelqu'un ou à se sentir tout permis juste parce que la personne porte quelque chose de plus révélateur. Tout à fait. Et du coup, toujours dans l'idée d'augmenter ou de simuler, quand on n'a pas trop les moyens pour ces belles prothèses, etc., nous, à l'époque, on avait commencé par trouver un peu des systèmes, et aussi parce que ça n'existait pas, c'était pas accessible au grand public, toutes ces choses-là. Et du coup, par exemple, des trucs tout bêtes, on se faisait des petits sacs de riz, des petits pochons de riz, tout simplement, avec des petites pochettes en tissu, ou sinon, ce qu'on aimait bien utiliser, c'était recycler les vieux collants, des vieux collants un peu filés, des trucs comme ça.
Ah oui, d'accord. Voilà, ça paraît bête, mais en fait c'est assez élastique et c'est assez souple et finalement, qu'on prenne du riz ou des grains de blé, etc. Ça garde un petit peu cette souplesse qui va Oui, le côté épouser. un peu malléable comme ça. Exactement, ça va Ouais. épouser les formes du corps quand on bouge déjà, ça évite d'avoir un truc un peu dur, que ça fasse un peu trop Playmobil. Et effectivement aussi, c'est pour au-delà du confort, pour l'aspect physique d'un point de vue extérieur, que ça ait l'air plus réaliste sans être, voilà quoi, sans avoir l'air d'être un ballon gonflé finalement. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de ballons, je conseille d'éviter les ballons remplis d'eau. Bon, ça paraît évident, surtout parce que je sais que le rendu fait assez réaliste, mais surtout ça peut éclater à tout moment. Ouais. Donc, Comment ruiner son costume en 2 secondes? exactement. Ou même si ça arrive sur scène ou à un endroit là où c'est quand même gênant de risquer de salir ou de laisser de l'eau pour les personnes qui vont passer derrière. Ouais, c'est clair. Et la même technique est valable parce que alors ça, du coup, remplir des petits pochons de riz, de sacs de riz dans un soutien-gorge, ça fonctionne très très bien. Et aussi l'effet, le fait d'utiliser les collants, les mailles de collants, ça donne l'effet seconde peau en fait. Ça fait assez crédible. Mais la même technique fonctionne aussi pour les pantalons. Pour ma part, sous un pantalon, je vais avoir tendance à utiliser un boxer ou un caleçon, histoire qu'on devine la forme déjà, que ça fasse un peu plus masculin. Et aussi, je vais mettre des petites paires de chaussettes, tout simplement. Simplement, ouais. Ça paraît bête, mais alors c'est confortable, ça coûte rien du tout parce qu'on a tous des paires de chaussettes chez soi. Et on roule en boule une petite paire de chaussettes dans le caleçon. Et ça fonctionne en fait, tout simplement. Ça fait la protubérance qui va bien. Exactement. Et pour un budget zéro finalement. C'est ça. Voilà. Et donc quand je parle d'augmenter aussi, on l'a eu fait à l'époque donc avec du scotch pour mon meilleur ami qui du coup transformisme, drag queen, etc. Qui est relativement bien portant et qui du coup avait un petit peu, on va dire, de surplus de peau en haut qu'on pouvait utiliser en utilisant le scotch, en resserrant bien au niveau de sa poitrine. On arrivait à former un peu comme des seins quelque part. Ça donnait l'illusion quand c'était recouvert après avec les vêtements, etc. Ça fonctionnait bien. D'accord. Mais voilà, encore une fois, on en revient à la technique du scotch. Surtout, faites très attention parce que alors le pauvre, quand on tirait dessus après les cloques et la peau qui partait, ouais, c'est pas génial. J'imagine. Voilà, Okay. ça peut fonctionner, mais si vous avez la possibilité de mettre un petit tissu en dessous ou un débardeur en dessous qui sera caché par vos vêtements, protégez un petit peu votre peau si vous pouvez. Voilà, et toujours dans l'idée d'augmenter ou de simuler, j'ai tendance aussi à souvent parler de la cambrure féminine qu'on peut obtenir grâce aux talons, mais attention, entraînez-vous avec ou prenez toujours avec vous si vous pouvez une petite paire de ballerines ou les petits chaussons de gym là, ça coûte que dalle, ça prend 0 place, ça s'écrase, c'est en tissu là, voilà. Ça c'est des trucs à avoir sur vous parce qu'une convention tout entière, une journée tout entière en talons, des fois c'est pas bon, ni pour vous, ni pour vos pieds, ni pour votre dos, donc attention aux chevilles. Ouais. On n'a pas l'habitude. Oh là 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 là. Et surtout quand vous marchez dans des rues pavées ou des endroits comme ça. Oh là là, les talons. C'est déconfortable pour personne. C'est ça. Donc faut pas hésiter à avoir une petite paire de secours pour s'épargner un petit peu au moment où on fait pas les photos, au moment où on a besoin de tracer, de courir pour être à l'heure à une projection ou un truc comme ça. On a aussi les talons compensés finalement. Je les conseille parce que je les trouve beaucoup plus confortables que les talons aiguilles. Quand on n'est pas encore à l'aise, pour commencer, c'est pas plus mal aussi. C'est plus stable, ouais, c'est vrai. Et même technique dans l'autre sens, moi qui suis petite de stature, qui fait 1m60 les bras levés, chaque fois que je fais des personnages masculins et que des amis au féminin vont faire du coup le personnage qui va en couple avec, et je suis souvent beaucoup trop petite, on va pas se mentir, et du coup pour avoir l'air d'être un peu plus grand, j'ai tendance à tricher dans les chaussures que je prends pour les personnages masculins. Déjà j'essaye d'en prendre qui ont un petit peu des talons à l'arrière du pied, sans forcément avoir des talons féminins, mais voilà, un petit peu de talonnette. Et surtout à l'intérieur des chaussures, et là ça marche d'autant plus quand on prend des bottes parce qu'on peut en superposer plein de tailles, j'utilise des semelles compensées qu'on appelle talonnettes. D'accord, que tu mets à l'intérieur du coup. C'est ça, c'est caché à l'intérieur. Et finalement, à l'intérieur de mes chaussures, je vais me retrouver comme l'équivalent de 10 cm de talonnettes, comme si j'étais sur des semelles compensées.
Donc tu prends combien de taille au-dessus de ta vraie taille? Selon les chaussures, si c'est des bottes, je peux monter jusqu'à plus de 10 centimètres, surtout si elles ont déjà, avec Loki par exemple, sur l'arrière de la botte, il y a déjà des talons, genre 4 centimètres, et à l'intérieur, j'arrive à mettre 10 centimètres. Donc j'arrive à prendre D'accord. presque 15 centimètres de supplément. Mais du coup, si tu chausses par exemple du, je sais pas, 36, tu prends du combien pour pouvoir mettre tout ça dedans? Exactement. Alors, pour ma part, bon, j'ai j'ai beaucoup de chromosomes masculins, on va dire. J'ai des pieds déjà de taille 41, donc c'est pas rare que déjà pour les chaussures féminines, je suis obligée d'aller au rayon drag queen. Mais du coup, je prends exprès une taille au-dessus, du 42. D'accord. Et généralement, ça me suffit parce que du coup, les talonnettes. Ouais, les talonnettes, elles sont surtout à l'arrière du pied. Elles sont pas trop... Donc bon, elles vont pas augmenter le besoin de taille, mais par confort, c'est quand même mieux de prendre au moins une taille au-dessus, j'avoue. Ok, donc ça te met un peu sur la pointe des pieds, quoi, finalement. C'est ça, c'est on a l'impression de porter des chaussures compensées, hein, clairement. Ok, ouais, c'est intéressant comme technique. Voilà, ça peut aider à tricher. Et du coup, voilà, c'était un petit peu toutes mes petits tuyaux d'astuces de triche corporelle. Mais il y a aussi un autre petit élément qui joue beaucoup, et ça va être, je vais dire en petit 2, Ouais. pour les effets capillaires ou de pilosité. Ça, c'est intéressant. Vas-y. Ben oui, ça paraît bête. Mais alors, d'une part, oui, on peut évidemment avoir besoin d'en retirer ou d'en masquer. Donc, bien évidemment, il existe toutes les techniques d'épilation, rasage, etc. Attention dans l'usage de ces produits-là, si vous n'en avez pas forcément l'habitude, notamment les crèmes dépilatoires, les cires et compagnie. Déjà, d'une part, de bien lire les instructions et de faire attention aux risques allergiques, de ne pas hésiter à faire des petits tests sur des petites zones. Parce que quand on n'a pas l'habitude aussi, ça paraît rien, mais voilà, ça peut faire des irritations et tout ça, sans forcément faire des réactions allergiques. Donc voir si on peut les supporter. Mais bien sûr, on n'est pas forcé d'être obligé de les enlever. On se dit, bah ouais, mais mine de rien, j'ai pas forcément envie de tout enlever, parce que pendant une journée, ça va être pratique, mais après, pendant les quelques mois que ça peut mettre à repousser, voilà. Lundi, il faut retourner au travail. Exactement. Donc, il existe plein de solutions, bien évidemment, plus ou moins onéreuses, mais notamment, déjà rien qu'en tissu, qui sont assez confortables. Il existe, bien évidemment, les collants de danse. D'ailleurs, je les conseille très fortement parce qu'ils sont très très épais et très opaques, donc ils cachent très très bien. Voir s'il faut vraiment, on en superpose 2 ou 3 paires au pire. Utiliser dans ces cas-là des paires de collants qui ont soit avec pied ou soit sans pied pour si on veut que ça coupe au niveau de la cheville par exemple. Mais c'est vrai que les collants de danse sont très très pratiques aussi pour cacher les tatouages. Ça paraît rien, je le dis en passant. Oui, c'est vrai. Voilà, moi qui en ai beaucoup et qui sont pas toujours en rapport avec les personnages. Voilà. Il existe tout ce qui est des matières de type seconde peau que je conseille fortement, qui sont typiquement les fringues qu'on trouve en danse et en patinage artistique. Donc c'est pas que c'est ça. J'ai souvent entendu ça au niveau du patinage artistique. C'est ça. On trouve de quoi faire les teintes de peau. C'est exactement. Et alors, il y a pas mieux parce que du coup, c'est hyper confortable et hyper respirant vu que c'est fait pour des sportifs. Et du coup, ça couvre pas que la partie collant parce que ça, des collants, on en trouve plus facilement, mais aussi pour couvrir en haut finalement. Donc, il en existe des formats avec colle, sans colle, etc. Et ça existe aussi en combi intégral quand on veut avoir vraiment l'effet intégral et avoir le moins de démarcation possible. Donc voilà, après, évidemment... Donc même au niveau de la tête, ça monte avec une cagoule, quoi. Ouais, tout à fait. Ça existe avec ou sans cagoule. Super. Il y a plein d'options. Après, évidemment, le problème, bien sûr, reste le coût. Il y a des sites spécialisés en patinage qui vont être, bien sûr, souvent, on va dire, un peu plus éthiques en termes de production, voire même en production locale ou au moins française. Mais ça va être plus onéreux, bien évidemment. Il y a des alternatives moins coûteuses sur AliExpress ou des choses comme ça. Je suis pas sponsorisée. Voilà. Et évidemment... du reste, ça marche aussi pour masquer les tatouages, etc. Mais je conseille aussi de ne pas hésiter à adapter un costume pour se sentir à l'aise dedans. Parce que bien évidemment, on a envie d'être fidèle à la ref et de se dire « Waouh, il y a un joli décolleté, waouh, c'est sympa, etc. » Mais des fois, on peut aussi y gagner à se dire « Bon, ok,
ce personnage, j'aimerais beaucoup la faire, mais elle a les gambettes à l'air et je me sens pas à l'aise d'avoir les jambes à l'air. Donc réadapter un costume et choisir de lui faire un petit legging, d'y intégrer peut-être un cycliste, quelque chose qui descend et qui couvre des parties avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Moi, je trouve que ça peut aussi être une bonne alternative au début pour commencer. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ça peut être Faut une se le alternative. dire. C'est ça, ouais. Faut pas forcément se bloquer et se restreindre si on n'est pas à l'aise avec quelque chose ou se forcer. Voilà, faut pas hésiter. Hein, ça déjà pour la partie corporelle. Et après, bien sûr, il existe le maquillage, la grande technique, notre grande amie. Donc pour retirer ou masquer des sourcils, des barbes, etc. Sur la pilosité faciale, j'ai tendance à conseiller. Alors il y a un petit peu plus onéreux, on va dire, pour commencer en haut du marché, ce que j'appelle la Puffy Put, et je crois pas qu'il existe de terme français pour la décrire. C'est une sorte de pâte à modeler, une pâte à masquer, en fait, qui est déjà de couleur chair, mais qui est déclinée en plusieurs tonalités de couleur chair. Donc comme ça, au moins, c'est accessible un petit peu à tout le monde. Et donc, c'est une espèce de pâte qui sert, qu'on étale par-dessus les sourcils pour masquer. Et c'est la même qu'on utilise aussi pour faire, par exemple, le nez du pingouin. Par exemple, rallonger un petit peu le nez du pingouin. D'accord, ok. C'est la même qu'on utilise pour se modeler des oreilles d'elfe aussi, etc. Même si ça existe en prothèse toute faite. Hein. Mais voilà, si on veut juste se rajouter un petit peu cet effet-là, cette espèce de pâte à modeler, du coup, la Puffy Put, je connais pas le terme. C'est quelque chose qui durcit après à l'air ou C'est ça, reste, exactement. malléable, ouais. Mais dès qu'on la remouille un tout petit peu, elle redevient, on dirait un peu cet effet latex caoutchouteux, en fait, finalement. D'accord. Ça se rapproche du latex. Et du coup, la version pas chère, hein, pour quand on n'a pas envie d'investir dans ce genre de choses, et c'est une version qui est très connue et très utilisée par les drag queens, c'est la simple petite colle, le bâton de colle U-stick, là, comme on utilise pour mettre dans le cartable. Ça paraît rien, mais cette petite colle, en fait, il y a plein de tutos sur Internet, n'hésitez pas à aller les voir. Hein. On l'utilise tout simplement pour coller les sourcils et on la laisse sécher un petit peu et par-dessus, on peut utiliser sa fondation de fond de teint et sa petite poudre et ça masque très très bien, un petit peu moins bien que la Puffy Put, hein, on va pas se mentir, mais ça fonctionne très bien pour vraiment pas cher. Ah, c'est chouette. J'avais jamais entendu parler de cette technique, mais Et ben voilà. Et tout simplement, souvent, quand on fait un personnage féminin et qu'on a un petit peu de barbe et qu'on a envie de cacher, parce que même si on rase le plus proche possible de la peau, on a toujours un petit peu les petits points de naissance de la barbe. Et d'ailleurs, c'est valable aussi finalement pour tout ce qui est petits points, imperfections de peau, etc. Et ben au-delà, quand on utilise une base, etc. de maquillage et qu'on utilise des fois des bébés cream ou des des fonds de teint qui vont être très masquants, très couvrants, il y a aussi cette espèce de maquillage un petit peu coloré bleu, tout simplement parce que le bleu va contrecarrer la couleur orangée de la peau et donc donner un effet, faut pas en mettre trop bien évidemment, bleu ou vert, des fois on voit ça dans les vert, dans les creams de masquage, c'est ça. Ouais. C'est ça, donc ça paraît rien, mais c'est une petite tonalité qui va aider à masquer la barbe naissante, par exemple. Il existe bien évidemment les techniques connues de latex, pour les FX, etc. Et d'ailleurs, ça vaut pas que pour cacher la barbe, mais aussi pour cacher les cheveux quand on veut utiliser des faux crânes, des prothèses collées, etc. Toujours les prothèses quand on les colle, faire attention à utiliser des produits auxquels on n'a pas forcément des allergies ou faire des tests à l'avance, bien évidemment. Le latex, attention, il existe l'alternative du Gladiant si vous avez des allergies au latex. Et les produits pour coller, bien évidemment. Alors, je crois que j'en avais parlé, je sais plus, mais il existe la colle mastic, qui est un petit peu plus comme de la sève de pin et qui souvent cristallise un petit peu, mais un petit peu moins onéreuse, on va dire. Mais sinon, je conseille très fortement la Prosaïd, qui est une colle, un peu l'équivalent de la nouvelle colle à postiche et à prothèse, mais qui est une colle caoutchouteuse et qui du coup a un petit peu cette élasticité pour moins lâcher en cours de route, et si elle lâche, elle reste collante, donc il suffit de rappuyer dessus tout simplement. Donc voilà. D'accord. Et du coup, quand on ne veut pas cacher, mais qu'on veut rajouter ou simuler quelque chose qu'on n'a pas sur la pilosité, il existe, bien sûr, pour commencer dans les plus chers, les torses déjà poilus, les prothèses avec déjà de la pilosité qu'on peut se coller, etc. Maintenant, c'est pas forcément
trouvable facilement et très accessible au niveau financier. Pour avoir des fausses barbes vraiment crédibles, on en a qui peuvent coûter 200 balles la fausse barbe, hein, donc voilà, c'est pas donné, mais ça peut être de très très beaux résultats. Par contre, il existe aussi des alternatives pas chères, on va dire, moins chères. Déjà pour descendre en termes de prix, il existe, ça paraît bête, mais des bouts de tissu déjà poilus, je sais, ça paraît bête. Des collants déjà poilus, par exemple, des triches diverses, des bouts de tissu qu'on peut se coller sur le torse et qui sont déjà poilus, ça aussi. Tout ce qui est fausse moustache, faux cils, favoris, etc., ça existe dans plusieurs types de prix. Pareil, plus vous allez monter cher vers des trucs professionnels, et plus ce sera réaliste. Mais on peut très très bien avoir de très bonnes alternatives pour vraiment pas cher. Il suffit de les retravailler un petit peu en général et ça donne largement l'illusion. Et quand on n'a pas besoin d'une fausse moustache ou d'une fausse barbe intégrale, mais qu'on voudrait se donner un petit peu l'effet d'une barbe naissante, bon, là il y a 2 techniques pas chères aussi. Quand vous vous recoupez les cheveux, par exemple, que vous pouvez juste ne couper que les toutes petites pointes, garder un petit peu ces chutes là, les petites pointes qui font un demi-centimètre, et on va se les floquer sur le visage, tout simplement en appliquant un tout petit peu de petite colle à postiche ou de fameuse Prosaid sur le visage, et en se jetant les petits poils, tout simplement. Même D'accord. Même les 200, enfin les quelques millimètres au bout de la perruque, hein, finalement, si on veut que ce soit de la même couleur que la perruque. Allez, on picore, on coupe les petites mèches et ça paraît rien. C'est du flocage, mais ça fonctionne bien en fait, tout simplement. Ouais, et si on n'a pas, et si on n'a pas besoin qu'il y ait vraiment du poil naissant ou visible, on peut aussi tout simplement utiliser les éponges à barbe qui donnent un effet de fausse barbe naissante avec de l'aquacolor de couleur marron, noir ou un petit peu légèrement café, ocre, selon la couleur de la barbe qu'on a besoin. Voilà, c'est tout simple, très facile à utiliser et ça coûte quasiment que dalle. La petite éponge à fausse barbe, on en trouve pour 5 € et elle fonctionne très très bien avec même un petit pot à moins de 5 € d'aquacolor, ça fonctionne très très bien aussi. Du coup, tu tamponnes un petit peu le motif sur ta peau, c'est ça ? C'est ça, tout simplement. Et en fait, de loin, ça fait l'illusion. De près, on sent que effectivement, c'est du maquillage, mais ça fait tout à fait l'illusion. Tout comme on peut se dessiner une fausse moustache ou des faux sourcils, d'ailleurs, c'est souvent ce que je fais d'ailleurs, avec le liner, hein, tout simplement. C'est du matériel qu'on a déjà et qui coûte que dalle en investissement. Hein. Voilà. Super. C'est intéressant d'avoir les techniques à pas cher qui permettent déjà au moins de débuter et puis. Exactement. Il y en a pour toutes les bourses et toutes sortes d'effets, bien évidemment. De loin, l'illusion fonctionne très très bien. Ça suffit bien. C'est d'ailleurs la même chose. Hein. C'est valable dans les perruques, les trucs comme ça. Hein. Quand on veut prendre des très belles perruques, il y en a en cheveux humains qui vont coûter très cher. Il y a des lace fronts synthétiques qui vont coûter entre les deux, je trouve, qui sont un très bon compromis. Et qui ont un rendu assez naturel sans avoir besoin d'y mettre une fortune. Et puis sinon, après, s'il n'y en a pas besoin, s'il y a des perruques avec des franges, etc. Il y a aussi il existe des rajouts. D'ailleurs, quand on est dans le thème de ajouter ou de simuler, il y a des rajouts tout simples. On peut acheter des mèches, des chignons, des ponytails ou des franges sans avoir besoin d'acheter la perruque intégrale. Donc on peut tricher avec ce qu'on a déjà et se faire des petits rajouts, quoi, tout simplement. Yes. Voilà. Toujours essayer de trouver ce qui correspond le bon compromis entre budget et réalisme, quoi. Exactement. Et je pense que ça, c'est un thème qui, à mon avis, parlera à beaucoup de monde parce qu'évidemment, le cosplay, c'est une passion qui peut être onéreuse des fois. C'est sûr. Et on n'a pas tous beaucoup de moyens, donc voilà. Technique aussi toute bête par rapport aux perruques, hein, cadeau, des petites astuces supplémentaires. N'hésitez pas à regarder ce que font les drag queens, justement parce que sur scène, pour éviter d'avoir des perruques qui vont se détacher ou tomber pendant qu'on fait des pirouettes et des cascades, les drag queens ont tendance à danser et à faire de sacrés numéros en ayant des coiffes énormes qui font des kilos et rien ne tombe. Et il suffit de regarder, tout simplement. Alors il existe des techniques pour s'entourer la tête de scotch. J'en reviens toujours au bon conseil du scotch Tessa qui se retire très facilement quand on le mouille sans s'arracher la peau. Hein. Mais ça paraît tout bête, avec un bon coup de scotch autour de la tête et on enfile des énormes épingles, les épingles Suzon, qui sont l'équivalent des épingles invisibles mais beaucoup plus longues, et on enfile ça dans la perruque et en dessous du scotch et ça ne bouge pas, ça tient de ouf. C'est une technique qui est valable pour s'éviter aussi les fameuses colles à postiche ou Prosaid, selon si on les supporte ou pas, ou selon si on a le budget ou pas pour en acquérir.
Ouais, super. Et Voilà, voilà. j'ai déjà entendu en shooting aussi des bandeaux qu'on met sur le Oui. front, sous la perruque. J'ai vu Avec que des maintenant, petites, alors d'ailleurs c'est tout récent, je viens d'en acquérir aussi, on en trouve pour 5-7 euros sur Amazon, hein, très facilement, qui sont livrés en Prime. Et en fait, c'est des bandeaux en silicone et ça remplace Voilà, c'est ça. effectivement le scotch. Donc, Ouais. c'est comme quoi, hein, finalement, ça se Visiblement, développe. c'est directement sorti du monde des drag queens. Mais c'est ça, en Ouais, fait, voilà. ils répondent aux besoins, en fait. Ils se rendent compte C'est ça. qu'on a besoin de ce genre de choses et finalement, maintenant, ça devient accessible au grand public. Donc, pareil, j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup les tester, mais je pense que ça peut être une très bonne alternative pour éviter de se trimballer le rouleau de scotch. Ça prend de la place dans le sac aussi. C'est clair. Voilà. J'espère que ça pourra aider, en tout cas. Super. Bah, c'était la séquence d'Oti les bons tuyaux. Voilà, je suis sûre qu'il y a Je- plein d'autres bons tuyaux, hein. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres techniques, hein. N'hésitez pas à partager quand vous en trouvez, parce que finalement, moi, c'est le résultat de beaucoup d'années de galères et de tests qui n'ont pas toujours très bien fini. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous trouvez des bonnes adresses ou des bons tuyaux à les partager aussi pour éviter la galère des suivants. C'est parfait. Et alors, sur le côté plus, on va dire, expression de qui on est grâce au cosplay, est-ce que tu dirais que passer outre le genre, ça peut être un moyen d'expression pour si on n'ose pas le faire dans la vraie vie, est-ce que le cosplay, ça peut aider à le faire? Alors tout à fait. Je pense même au contraire que par expérience, j'ai connu des personnes à qui ça a permis de s'exprimer pour de vrai et de s'en sentir soi beaucoup plus qu'au quotidien, là où souvent on essaye d'obéir aux normes et de faire plaisir à la famille, de pas se compliquer la vie, parce que c'est vrai que les questions de genre, si jamais on rentre pas dans les cases, c'est vite compliqué et ça facilite Ouais, la vie à j'imagine. personne. Donc au final, c'est vrai qu'il y en a qui vont trouver un réconfort dans le cosplay et l'expression du coup de son genre de préférence, de prédilection à travers des personnages en fait. Donc ça c'est une vérité et je pense que c'est non négligeable. Des fois ça permet à des gens de se découvrir un meilleur confort aussi dans un autre genre. Mais d'un autre côté, c'est pas la seule technique entre guillemets. Déjà hors cosplay aussi c'est possible et finalement dans le cosplay, si on a envie de faire du cosplay, ça n'est pas forcément obligatoirement parce que on n'est pas forcément à l'aise avec le genre qu'on a attribué de base. On peut aussi être à l'aise avec les deux et juste ne pas se limiter dans le cosplay. Ça peut être les deux, ça peut être s'affranchir d'un genre, s'exprimer dans un autre genre, ou au contraire juste se faire plaisir sans voir de différence dans les genres et en se disant de toute façon tous les genres existent et qu'on est à l'aise avec tout ce qui existe. Ouais, ça donne, enfin en tout cas moi je trouve que ça donne l'impression que c'est vraiment une opportunité et que tu peux faire plein de choses. C'est ça, c'est il faut chouette pas à se voir. limiter, ouais. C'est l'idée. C'est ça. Et du coup, alors moi la question que je me pose, c'est quand tu pratiques, tu passes outre le genre dans ton cosplay, est-ce qu'il y a une sorte de filtre qui se crée par rapport à ton public? Dans ma question, j'entends, je pense que tout le monde n'est pas hyper sympathique avec ça. Est-ce que tu ressens que tu te coupes de ces gens qui n'accepteraient pas? Ou alors est-ce qu'ils sont là pour t'embêter? Alors, il peut y avoir toutes sortes de situations, on va pas se mentir. Par contre, le mieux, voilà, c'est pour ça que je le dis, de bien s'entourer, le mieux c'est justement d'éviter les personnes un peu toxiques qui vont avoir des réactions parfois disproportionnées par rapport à ça. Donc déjà, ça permet de faire le tri, oui. Par contre, du coup, c'est pour ça que je conseille de commencer au début en étant bien entouré, parce que s'y exposer directement sans avoir forcément des gens safe avec qui pouvoir trouver du soutien et surtout du secours en cas de besoin. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de le faire seul. On va pas se mentir que pour une personne qui s'exprime au féminin et qui cosplay au masculin, c'est plus facile dans la vie que pour une personne au masculin qui va faire du cosplay au féminin. Parce qu'alors là, je trouve qu'il y a une toxicité dans la communauté vraiment masculine cisgenrée, on va dire, sur ça. Et on est encore, finalement, même en 2023, avec des réflexions que je pensais révolues depuis les années 80, mais apparemment, voilà. Oui. Donc, j'avoue D'accord. que, surtout les gars qui ont envie de faire du cosplay au féminin,
préservez-vous bien et entourez-vous bien de gens vraiment de toute sécurité pour avoir du soutien en cas de besoin, parce qu'il vaut mieux se blinder, la communauté n'est pas toujours très docile face à ça. Ouais, c'était une question que je voulais te poser, justement, si dans d'un sens ou dans l'autre c'était plus simple, mais tu y as répondu. Bah, après, voilà, on va pas se mentir que là, je parle surtout des situations en public, en convention. La communauté cosplay est globalement une communauté vraiment dans la bienveillance et la solidarité. Je dis bien globalement, parce que bien sûr, comme partout, il y a des exceptions. Mais la communauté cosplay, c'est souvent aussi des gens qui ont du mal à appartenir plus à un milieu, ou qui n'ont pas trop trouvé leur place dans le monde, on va dire, habituel et dans la norme quotidienne. Donc finalement, on va dire que dans le milieu cosplay, on n'est pas trop exposé à ça, parce que justement, il y a quand même beaucoup de positivité, de bienveillance et de soutien et de solidarité. C'est vraiment quand on va en convention et qu'on s'expose aussi, même dans les shoots, finalement, quand on va dans des lieux publics et qu'on s'expose au grand public, ceux qui sont moins avertis sur ça, moins éduqués sur ça, et un peu encore trop dans des idées reçues, pas toujours très glorieuses. Et du coup, tu conseillerais plutôt quelqu'un qui voudrait commencer de faire ça entre amis, s'organiser un shooting, ou pas forcément de la convention directement ? Ouais, voilà, c'est vrai que si vous avez la possibilité pour commencer de le faire entre personnes safe, en petit shooting, en petit comité ou un petit événement, si l'idée c'est d'aller le faire, de tester en convention, c'est bien de choisir des petites conventions un peu plus conviviales et familiales, plutôt que de taper direct dans les énormes conventions là où il va y avoir un public de dingue, parce qu'évidemment, moins il y aura de monde et moins il y aura cette exposition. Donc c'est bien, je pense, d'y aller petit à petit. Après, ça n'empêche pas, on peut se sentir l'âme d'un guerrier et y aller direct dans les grosses conventions, et puis voilà, on sait qu'on aura peut-être plus à affronter ça, mais des fois ça peut aussi très bien se passer, même dans une Japan Expo à Paris, là où il y a la moitié de l'Europe qui vient, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu fais de la prévention sur ce sujet, ça t'arrive, ou c'est quelque chose que tu abordes en fonction de ce qui se passe ? Si le besoin se présente, bien sûr, sans hésiter, au contraire, déjà de réconforter une personne qui se sent soit attaquée, soit pas en sécurité, aider quelqu'un, intervenir, ne pas hésiter s'il y a quoi que ce soit déjà. Ça, et je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement chez les êtres humains, et aussi d'autant plus dans la communauté cosplay, là où je pense que tout le monde essaye de se préserver dans sa petite bulle, dans la passion, et aussi ne pas hésiter à donner des petits conseils, voilà, pour la sécurité, le confort, les petits trucs comme ça, quand quelqu'un vient demander un petit peu des conseils pour se lancer, par exemple. Mais bon, globalement, voilà. Et après, bien sûr, quand il y a des gens qui ont des mauvaises réactions, de l'autre côté, essayez de garder la diplomatie, d'essayer d'éduquer avec tolérance les gens qui sont pas toujours très ouverts d'esprit. Et bon, si vraiment ça risque de devenir dangereux, etc., moi j'ai plutôt tendance à dire non, on va se préserver. Le but, c'est pas, il y a déjà assez de galères sur Terre, on a déjà assez de soucis. C'est ça. Le but, c'est pas de s'en rajouter, de provoquer la guéguerre et de se taper dessus. C'est pas grave, on esquive, on trouve un moyen de sortir. J'ai cet avantage, du coup, comme ça fait quelques années du coup que je suis un petit peu dans le milieu et que je connais plein de monde, plein d'orgas, que j'ai été invitée à plein d'endroits, j'ai cet avantage que s'il y a un problème, je peux prendre quelqu'un sous le bras et foncer en backstage et dire besoin de venir s'abriter et de se mettre en zone VIP au calme, loin de tout le monde. Ça, au moins, si on peut aider sur ce genre de point, ne pas hésiter en tout cas. D'accord. Et alors justement, on en a parlé dans des épisodes précédents sur le mouvement Cosplay is not consent. On parlait de ça. Est-ce que tu penses, toi, dans les conventions, ce genre de choses, c'est bien géré quand il y a des soucis de ce genre, ça se passe bien ? Ça va dépendre. Ça va dépendre, comme dans tous les milieux, finalement. Il va y avoir des événements qui vont être très centrés sur ça et qui vont y faire doublement attention. Et qui vont même avoir, en plus du staff de sécurité, ils vont avoir des troupes de cosplayers ou des assos de cosplayers qui sont vraiment dans cette optique-là et qui vont porter une double attention sur ça. Sinon après, voilà, il y a bien sûr, comme partout, des événements là où ils en ont pas grand-chose à faire. Et même quand on va solliciter la sécurité et leur dire là, il y a un problème, il y a un gars qui est en train littéralement de faire des choses pas bien avec des jeunes filles et qu'on demande l'aide de la sécurité pour mettre à l'abri des personnes qui nous paraissent en danger, des fois on va avoir des staffs de sécurité qui vont nous répondre mais on n'est pas payé pour ça en fait. Et là on se dit bon, il y a quand même des limites. Donc voilà, et là c'est un peu comme partout, faut quand même
pas trop compter que sur ça. Faut se dire que oui, en général, il y a quand même un peu de sécurité et c'est à peu près encadré dans les événements, mais il vaut mieux avoir ce filet de sécurité, d'être quand même bien entouré avec des gens qu'on connaît et sur qui on sait qu'on pourra compter, ou au pire, sur place, ne pas hésiter à se diriger vers des groupes qu'on sait de sécurité, des personnes qu'on reconnaît, c'est ça. même si on les connaît pas forcément, hein, mais des fois, il y a des gens qu'on connaît via Instagram, etc. Ne pas hésiter, quoi, à y aller et à faire le petit signe du à l'aide. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important de se le dire et ne pas hésiter, ouais, comme tu dis, à se rejoindre. Ouais, en plus, il y a, je pense, cette espèce de code là où ça se lit dans le regard, en fait. On n'a même pas besoin de dire quoi que ce Ouais, soit. je suis d'accord. Venez, faites un signe, faites-nous comprendre, peu importe votre genre, votre cosplay, votre taille, peu importe. Si on sent qu'il y a vraiment le moindre besoin, on sera là, il n'y a pas de souci, on se serre les coudes et c'est pas la peine de se rajouter des soucis alors que c'est une passion et un loisir, quoi. C'est ça. Et à contrario, est-ce que tu as des fois des réactions positives, des bonnes surprises quand tu parles de ce que tu fais? Oh bah oui, au contraire, même je suis même toujours très étonnée, mais il y a toujours plein de gens ravis de découvrir tout ça, et même dans le grand public finalement, parce que dans la communauté cosplay, comme tout le monde est relativement dans la bienveillance, etc., on se soutient les uns les autres, c'est souvent qu'on a quand même globalement d'assez bons retours, puis on s'entraide, on se soutient, on se pousse aussi, parce que voilà, on sait très bien que c'est difficile aussi de surmonter plein de difficultés, et on est tous autodidactes en plus, mais du coup, ouais, dans le grand public, c'est vrai que des fois je suis assez étonnée de voir que finalement il y a plein de gens ouverts d'esprit, avec plein de positivité, et qui viennent nous faire des retours sympas, et qui découvrent des fois, qui découvrent complètement et qui soupçonnaient même pas tout ça, et Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est très marrant. Et même chez les enfants, en fait, finalement. Et alors ça fait d'autant plus plaisir quand les parents se braquent pas en mode « Oh là là, quel sujet tabou !» Si jamais il y a un enfant qui dit « Mais maman, c'est un monsieur ou c'est une dame, le Loki, là ?» Et du coup, j'aime bien quand les parents, au contraire, sont dans la bienveillance et dans « c'est Loki, point. » Ah oui. Voilà. Ça fait plaisir. C'est vrai que la réaction des parents peut en dire long des fois sur... chut, ne dis rien, ou alors sois discret sur ce sujet. C'est ça. Et finalement, ce qui fait que les enfants vont avoir l'impression que ce n'est pas normal, c'est que ça vient de l'éducation, finalement, de la réaction des parents, parce que si tout le monde réagissait comme si c'était normal, en fait, puis ça l'est, en fait. Il n'y a même pas à se dire comme si c'est normal, en fait. Donc, on arrêterait de se prendre la tête et de se braquer pour des histoires là où il n'y a même pas besoin d'en faire, quoi. Que rajouter à ça? On pourrait parler pendant des heures, me lance pas. Ça, c'est sûr. Du coup, je sais pas si tu as des choses à ajouter, des conseils que tu donnerais à ceux qui nous écoutent sur ce sujet. Globalement, déjà, dans le milieu cosplay, on est là pour s'amuser. On est pour 99% des gens ici là par passion sur notre temps libre. Donc, gardez à l'esprit cette tolérance et cette bienveillance. Ça, gardez à cœur la passion. Ouais, ça c'est important. Je suis d'accord. Parce que évidemment, je sais qu'il y a des compétitions et ça, c'est très chouette et il en faut pour tous les goûts, c'est très bien, ça stimule le côté, se challenger, etc. C'est très chouette, mais voilà, il faut aussi garder à l'esprit que tout le monde n'a pas forcément, on n'est pas tous physiquement pareils, on n'est pas tous les sosies de machin bidule, tout le monde n'a pas forcément les mêmes temps, budget à accorder au cosplay, et le but final, c'est de s'amuser, de passer un bon moment et de partager une passion. Donc voilà, déjà, restons dans la bienveillance et ne jugeons pas les autres en fonction de le rendu, de ce qu'ils vont sortir en cosplay, etc. Par rapport à des objectifs, chacun en a des différents. Déjà pour ça, et ensuite pour tout ce qui est la partie du genre, etc., globalement, restez dans le respect et restez cool, ouvert d'esprit, parce qu'il y a vraiment en réalité autant de genres qu'il n'y a de personnes, autant de genres possibles qu'il n'y a de personnes finalement sur Terre, et pas seulement les petites cases de ce qu'on a défini. C'est culturel, c'est quelque chose qui dépend c'est sûr. Littéralement de ce que la société a décidé en fait finalement. Donc oui, il y a des généralités qu'on peut faire, mais globalement, pour tout ce qui est les questions de genre, etc., pour éviter de froisser quelqu'un, ne pas hésiter à se renseigner. On ne peut pas partir du postulat qu'on est tous forcément au courant de tout et qu'on a la science infuse, on n'est pas omniscient, donc pas hésiter à se renseigner.
pour éviter de blesser quelqu'un, en discuter ouvertement et savoir comment genrer la personne pour éviter de blesser quelqu'un, quoi, par exemple, ce genre de choses. Et le fait de poser la question, dont toi tu nous as dit ça te gêne pas, est-ce que c'est une réaction, je sais pas, en fait j'en ai parlé ce week-end, j'étais en convention et dans l'épisode précédent on avait un invité qui a fait sa transition de genre et on en a parlé et en fait on s'est dit que quand on n'est pas au courant, des fois on peut être maladroit sans faire exprès. Alors, c'est normal, hein. C'est Oui. humain déjà parce que oui, on est éduqué dans un système C'est ça. qui nous a habitués d'une certaine manière et que là on est un petit peu en train de casser toutes ces barrières parce que enfin il y a des possibilités de s'exprimer pour des personnes qui sont considérées comme des minorités et au final quand on voit la quantité de personnes concernées qui osent enfin s'exprimer, c'est C'est peut-être ça, pas c'est des minorités plutôt relatives au final. C'est ça. Et finalement aussi, le fait de s'exprimer sur ça ouvre des portes à des personnes qui n'auraient même pas eu conscience qu'on pouvait s'ouvrir cette porte Oui. et qui se rendent compte que justement, c'est bien, on s'ouvre sur ça, quoi. Donc voilà, la réalité, c'est mieux quand même de ne pas hésiter à poser la question, mais c'est pas grave d'être mal à l'aise, de ne pas tout savoir. Il suffit de le reconnaître. On peut faire des bourdes, c'est humain, on s'excuse. Et puis voilà, se renseigner, apprendre. Et c'est vrai qu'au début, on n'a pas l'habitude. Ça paraît bizarre de poser la question. Alors du coup, C'est la ça. bonne technique pour casser la question dans l'autre sens, éviter de se sentir mal à l'aise de poser la question, c'est de se présenter à la personne d'en face en précisant ses propres pronoms et genres. Tout simplement parce que du coup, ça va ouvrir, sans poser directement les questions, mais ça va Oui. ouvrir la possibilité à la réponse. Et ça, c'est quelque chose que je me suis beaucoup rendu compte quand quelqu'un se présente et me dit mes pronoms, c'est ceci, cela, et mon prénom, c'est ça, je préfère être genré comme ça. Hop, ça donne beaucoup plus la sensation d'être à l'aise dans le fait de pouvoir dire moi, je suis open, peu importe le pronom, peu importe le genre, voilà. Je Tu pense... comprends que ton interlocuteur est ouvert au ça. sujet. Voilà, c'est ça. Ok. Je pense que c'est une manière détournée de pas vraiment poser la question si on n'est pas à l'aise parce qu'on a peur de vexer la personne. C'est un petit peu aussi délicat quand on essayait de demander t'es enceinte, c'est pour quand là? Ah non, c'est Ouais, voilà. c'est ça. On a cette sensation qu'on risque de vexer quelqu'un finalement parce que Oui, si on pose la c'est question à une personne qui se dit non mais moi ça se voit quand même que je suis une fille, machin. Donc voilà, pour éviter de vexer, finalement, c'est le moyen détourné, je pense. Ça peut être une technique comme une autre. Mais voilà, moi, à titre personnel, du coup, ça peut m'arriver de me présenter en disant, moi, c'est Doty, je me définis peu importe dans les genres et tu peux me genrer avec le pronom qui t'arrange, comme tu veux. Et du coup, ça ouvre automatiquement la possibilité à l'autre de répondre, moi, c'est bidule, peu importe le genre ou je préfère tel genre, etc. Très intéressant. Je prends la technique parce que je pense Voilà. que ça va intéresser aussi d'autres personnes. Ça peut briser la glace. C'est ça. Écoute, c'est vraiment passionnant. Je découvre en même temps pas mal d'aspects, donc je pense que les auditeurs vont aussi s'y intéresser. On découvre de toute façon au quotidien. En réalité, on apprend toute notre vie, hein, et on C'est ça. déconstruit aussi des idées reçues petit à petit, et c'est normal. Oui. Ça évolue, et c'est bien d'évoluer avec son temps, d'écouter, et puis ça arrive de faire des erreurs, comme je dis, hein, moi aussi j'en ai faites, et on en fera encore, et on apprend, et on s'excuse, et on continue d'apprendre et de s'améliorer, tout simplement. Voilà. Ça sonne comme une conclusion parfaite, je trouve. Merci beaucoup, Doty, pour ton expertise, pour tes partages et ton témoignage. On va encore reparler de ce sujet avec d'autres invités parce que je trouve qu'il est très important et c'est très chouette d'en parler via le cosplay. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous tous, hein, du coup, et toutes. Merci, bonne journée et au plaisir. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.